La sélection librairie du mois de septembre. Citoyen d'honneur de Marionneau Cohn et Gaston Duprat, édité par Memento. Le film a obtenu le Goya du meilleur film latino-américain et le prix d'interprétation masculine pour Oscar Martinez, l'un des plus célèbres comédiens argentins. Le duo argentin Cohn-Duprat trace un portrait lucide et grinçant de l'artiste en bouc émissaire. L'Argentin Daniel Motovani vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Très sollicité, il n'a accepté qu'une seule invitation, celle envoyée par son village natal, qu'il a pourtant fui quand il était jeune. Empreint à la fois de cynisme, de générosité et de tendresse, Citoyen d'honneur n'épargne au final pas plus son héros que les autres personnages. De la gentille ringardise des célébrations sans grand moyen, le défilé sur le camion de pompiers en compagnie de la Miss locale, le concours de peinture, l'inauguration d'une statue pas vraiment ressemblante, jusqu'aux véritables rancœurs passées ou aux jalousies d'artistes ratés. Le film trouve une justesse particulière dans la peinture des conséquences de la célébrité sur le microcosme local et dans le rapport contradictoire entre souvenir des lieux ou personnes et évolution personnelle. N'éludant pas le côté forcément égocentrique de l'auteur, le scénario construit habilement un parallèle entre certaines attitudes et un passé dictatorial, rappelant au passage que l'ignorance est le pire des terreaux. Wrong Element de Jonathan Little, édité par Blackout. Jonathan Little, écrivain et journaliste franco-américain, auteur du roman Les Bienveillantes qui avait remporté le prix Goncourt 2006, troque sa casquette d'auteur pour celle de cinéaste, avec son premier long-métrage, Wrong Element. Dans son roman fleuve, Les Bienveillantes, Jonathan Little interrogeait la responsabilité individuelle face au mal à travers le portrait d'un officier nazi. La question hante également le premier documentaire de l'écrivain, mais avec une acuité plus terrible. Les bourreaux de Wrong Element ont commis leur exaction quand ils étaient adolescents. À partir de 1989, dans l'Ouganda ravagé par la guerre civile, le mouvement rebelle Lord's Resistance Army, l'armée de la résistance du Seigneur ou LRA, a enlevé plus de 60 000 jeunes pour les transformer en soldats. Dès l'âge de 13 ans, Geoffroy et Mike ont reçu l'ordre de piller, de torturer et de tuer. Naïti, elle, a été esclave sexuelle pour les cadres de l'organisation. Après des années de cauchemars, ils ont réussi à fuir et à bénéficier de l'amnistie accordée aux repentis. Face à la caméra, toujours à bonne distance, ils racontent leur tentative de retour à une vie normale. Difficile de se réinsérer dans une société dont on a été longtemps l'ennemi, où les familles des morts réclament vengeance. Le réalisateur chronique les retrouvailles des trois amis sur le lieu même de leur passé sanglant. Les herbes hautes ont effacé leurs traces du quartier général de la LRA. Mais Geoffroy, Mike et Naïti se souviennent de tout. Alternent les récits terribles et les blagues, rejouent la guerre dont ils furent les acteurs autant que les victimes, et redeviennent des enfants. Les Initiés de John Trengove, édité par Pyramide. Pour son premier long métrage, le réalisateur sud-africain explore un rituel d'initiation de l'ethnie Xhosa en Afrique du Sud et lance un débat salutaire sur l'homosexualité et la définition traditionnelle de la masculinité. 2 fois par an, des groupes d'adolescents quittent ainsi leur communauté et rejoignent des campements isolés pour prendre part à un rituel de circoncision. Ce nœud de tension a été une première fois exploré sous forme de roman. Publié en 2009 par Tenbo M. Golosana, A Man with Not a Man, qui a contribué à amorcer le débat. L'ouvrage a inspiré John Trengove, un premier court-métrage, The Goat, la chèvre, montré en 2016 à la Berlinale. Les Initiés en est le prolongement. Le film retrace les tourments de Xolani, homosexuel refoulé. Ce manutentionnaire doit superviser l'initiation d'un jeune bourgeois de Johannesburg, une ville où les mœurs sont plus libres que dans le reste du pays. Cette mission va le contraindre à affronter la réalité de ses désirs. En créant un suspense psychologique autour de cette relation taboue, le réalisateur donne à son discours sur l'intolérance une efficacité magistrale. Un rite initiatique, le poids des traditions, une histoire d'amour secrète. Un premier film sud-africain délicat et impactant entre Brokeback Mountain et Moonlight. De Sas en Sas, de Rachida Brakni, édité par Capricci. Pour Nora et sa mère, Fatma, c'est le jour du parloir. Tout préparer, sans rien oublier et rouler, longtemps, vers Fleury-Mérogis, où elle retrouve d'autres femmes qui, comme elle, visitent régulièrement un homme de leur famille. Pour ces femmes, ses sœurs, ses épouses de Tolar, commence alors un véritable parcours du combattant,
dans une chaleur caniculaire. De Sas en Sas est un film sensible. Pour ces femmes épuisées, venues visiter un proche privé de sa liberté, plus l'attente se fait longue, plus les nerfs se font fragiles. Dans un concert de dialogue brut et percutant, les langues se délient. Les accusations fusent comme des balles de revolver. La défense riposte du mieux qu'elle peut. Cris, larmes, rires, bagarres, étreintes, à travers l'émotion des protagonistes, c'est le procès de l'humanité tout entière qui se joue à huis clos, sous nos yeux. De Sas en Sas est plus qu'un film social. Rachida Brakni dispose ses héroïnes dans ses plans comme une photographe. Elle orchestre leurs mouvements, des plus énergiques aux plus infimes, avec une grande expressivité. Le rouge d'un chemisier, le jaune d'un sac, le bleu électrique d'un blouson éclatant, autant de signes extérieurs de vitalité dans cet intérieur de murs lépreux, de lino terne et de gris d'acier. Rio 2096 de Louise Bolognesi, édité par les éditions Montparnasse. Grand prix du Festival d'Annecy en 2013, le récit traverse 4 épisodes clés de l'histoire du Brésil. La colonisation des Européens du XVIe siècle, la révolution des esclaves noirs au XVIIIe siècle, la contestation du régime militaire en 1964, enfin une anticipation futuriste qui lui donne son titre, en suivant un héros immortel qui endosse à chaque fois le destin tragique des minorités ethniques ou politiques opprimées. Dans un climat de corruption et de lutte des classes, l'émergence économique du Brésil est un vivier d'inspiration pour les artistes qui y voient surtout l'occasion d'un bilan culturel et historique d'une société au carrefour de ses destins. Ce film d'animation est le panorama d'une histoire récente, charpentée dans le sang et les combats, ceux des indigènes contre les colons, français ou portugais, contre l'esclavage des peaux basanées, une mise en scène des combats étudiants contre la dictature militaire et la complicité de la finance, contre la misère des bidonvilles. Un récit ambitieux qui suit la chronologie d'un pays et qui ne fait pas l'économie de la violence faite au peuple. C'est un film d'animation à destination des adultes que l'on peut comparer à Valse avec Bachir ou Cloud Atlas. Le feu sacré d'Arthur Joffé, édité par les éditions Montparnasse. Le cinéaste Arthur Joffé, à qui l'on doit Alberto Express, Que la lumière soit, Ne me quittez pas, n'a pas fait de film depuis 11 ans. Son bureau est encombré de scénarios. Pour retrouver l'envie de tourner, il décide de filmer les gens, les lieux et les pays qu'il aime. Un voyage qui va durer 3 ans. Bien que ses démarches centrent nécessairement le documentaire sur l'autobiographie, Arthur Joffé échappe au piège du nombrilisme, en donnant plus à voir les désirs et gestes créateurs à l'œuvre que l'intimité de l'auteur. Il ne se filme son propre visage qu'en rares occasions, et choisit plutôt, pour dresser l'autoportrait d'un réalisateur désormais paria dans l'industrie, la voix de l'autre. Un peu à la façon dont en littérature Pierre Michon écrivait son autobiographie à la troisième personne, dans Ses vies minuscules, Arthur Joffé se raconte par les souvenirs, les émotions et les conseils, par ses proches. Ce geste humble, qui cristallise dans la parole de l'autre l'identité de l'artiste, affirme du même coup, mais sans ressentiment, sans aigreur, comme un constat, sa frustration de ne pouvoir créer comme autrefois, alors que l'énergie ne lui fait pas défaut. Désir et plaisir de film sont les maîtres mots du feu sacré. Le feu sacré tente d'exprimer que filmer est une autre façon d'aimer, une déclaration d'amour pour le cinéma. Le concours de Claire Simon, édité par Blackout. De la journée porte ouverte en passant par toutes les étapes, voici le récit du concours d'entrée de la FEMIS, grande école de cinéma française. Les candidats et les professionnels qui composent les différents jurys se rencontrent au fil des épreuves où s'affrontent les désirs des jeunes gens de faire du cinéma et d'être dans une grande école et une génération de professionnels qui choisissent leurs héritiers. Quels critères permettent à chacun de juger le désir des jeunes gens? C'est ce que le film propose d'apercevoir au fil des épreuves et des réflexions des jurys. Le jour de la rentrée, nous découvrons les Happy Few, les ennemis. Ecous de Sidney Lumet, édité par Outplay Film avec Richard Burton, Peter Fisz et Colin Baquelet. Psychiatre pour enfants, le docteur Martin Dissart est contacté par un juge qui lui demande d'examiner le cas d'Alan Strang, un adolescent de 17 ans qui a, dans des circonstances obscures, crevé les yeux de 6 chevaux avec une pique en métal. Adaptation de la pièce de théâtre de Peter Shaffer, Lumet est dans une approche très psychanalytique, truffant son film d'images et de symboles facilement décryptables par le spectateur,
qui comprend ainsi vite la nature du trauma du personnage, bien avant Dysart, qui passe du coup pour un piètre psychiatre. Sidney Lumet refuse d'enfermer Alan dans une case, le montrant comme un jeune homme allant au bout de sa passion, et non comme le fou qu'il est censé être aux yeux de la société. Lumet joue énormément sur les rapports de force entre Alan et Dysart, inversant leur position au fur et à mesure des échanges. On retrouve ici cet amour de Lumet pour les confrontations, les rapports conflictuels, les combats psychologiques et verbaux entre les individus. Et, alors qu'il prend un plaisir évident à montrer Alan sortant grandi de sa joute avec Dysart, et donc de son combat contre la loi de la psychanalyse contre la norme, il montre dans un même temps une infinie empathie pour le médecin brisé qui voit vaciller sa croyance en sa science. Porté par deux admirables interprètes, Equus est un film passionnant, une joute de près de 2 heures qui nous tient en haleine de la première à la dernière minute. Magnus de Benjamin Ray, édité par Pretty Pictures. Magnus Carlsen est aussi appelé le Mozart des échecs, parce que contrairement à de grands maîtres d'échecs, non seulement il possède une capacité innée et une mémoire remarquable, mais il mélange ses attributs avec une créativité incomparable et l'intuition. Mémoriser les coups et calculer les possibilités peuvent transporter un joueur d'échecs très loin. Mais le documentaire Magnus prouve finalement qu'il peut y avoir d'autres éléments dans le jeu, ceux qui sont impossibles à mesurer ou à calculer. Dès son jeune âge, Magnus Carlsen avait des aspirations à devenir un champion d'échecs. Alors que de nombreux joueurs recherchent un environnement intensément rigide pour parfaire leurs compétences, Magnus brille lorsqu'il est entouré par sa famille aimante et solidaire. Grâce à une grande quantité d'archives et de films personnels, le réalisateur Benjamin Ray révèle la trajectoire inhabituelle et rapide de ce jeune homme jusqu'au sommet du monde des échecs. Ce film permet au public de jeter un regard non seulement à l'intérieur de cette communauté isolée, mais aussi d'assister à la maturation d'un génie moderne. Il était une fois de Guillaume Lédé, édité par Éditions Montparnasse. Filmé comme une méditation du philosophe Gustave Thibon, ce documentaire restitue l'inquiétude spirituelle des chrétiens confrontés dans le milieu du XXe siècle à une mutation technique, culturelle et anthropologique sans précédent. Le théologien Gustave Thibon s'exprime sur divers sujets concernant la foi, Lux Credo, Magnificat, etc. Auparavant, il parle de sa jeunesse, de la vie dans son village natal aux mœurs profondément ancrées et du monde paysan. L'analyse de Gustave Thibon sur notre monde qu'il a pourtant quitté depuis longtemps est stupéfiante de vérité. Sa foi est belle et simple. Gustave Thibon agrémente ses propos de nombreuses citations, Simone Weil, Hugo, Bossuet. Plus qu'une méditation à voix haute, il fait entrer en résonance les images et la parole, la musique et le verbe, pour tenter d'ouvrir d'autres chemins vers l'invisible. Bonaparte, la campagne d'Égypte, de Fabrice Ourlier, édité par Z. Le réalisateur nous fait revivre l'expédition qui aboutira à la publication de Description de l'Égypte, somme éblouissante des découvertes réalisées entre 1798 et 1801. Les témoignages des historiens, qui retracent les deux volets, scientifiques et militaires, de la campagne sont illustrés par des reconstitutions en 3D. Portés par le jeu convaincant des acteurs et par une technique alliant stop-motion et photogrammétrie, qui permet de naviguer dans les détails d'une action figée, ces séquences stupéfiantes donnent au spectateur le sentiment de se promener à l'intérieur de l'image. C'est la reconstitution spectaculaire et rigoureusement documentée de l'expédition militaro-scientifique de Bonaparte au pays des pharaons qui permit l'éclosion de l'égyptologie. Regard sur nos assiettes de Pierre Bécu, édité par Balkanal Productions. Ils sont 6 étudiants en géographie. Et pourtant ils ont mené l'enquête comme de vrais policiers, sous la houlette bienveillante du documentariste Pierre Bécu, arpentant les circuits qui mènent de l'agriculture à nos cuisines. En Savoie, leur région d'origine, ils sont plus précisément allés à la rencontre de tous ceux, éleveurs, boulangers, restaurateurs et paysans, qui luttent pour réinventer d'autres pratiques alimentaires et économiques, aux antipodes du monde industriel dominant. L'enquête menée par les étudiants nous montre des expériences de production et de distribution viables économiquement qui vont dans le sens d'une valorisation globale du territoire et de ses acteurs. Aucune idée n'est imposée, ce qui permet de se faire sa propre opinion. Les Tribulations de Sam Mao, créé par Tsan Leping, édité en DVD pour la première fois en France. La bande dessinée de Sam Mao dans 2 dessins animés très rares des studios d'art de Shanghai. Sam Mao, c'est le petit frère du Kid de Chaplin, le cousin de Rémi sans famille et, pour tous les Chinois, un héros national. En Chine, Sam Mao est une institution,
une figure aussi populaire que notre Tintin, Charlot ou Oliver Twist. Albums, films, séries d'animation, spectacles musicaux, plusieurs générations de Chinois ont grandi avec cet orphelin des rues de Shanghai. Son nez rond et ses trois pales, Sam Mao en mandarin sur la caboche. En images pour la première fois, l'adaptation du récit Sam Mao, Seul dans la vie, en véritable film d'animation, et Sam Mao à Shanghai, en film de poupée. Sam Mao, un orphelin en guenilles qui survit comme il peut dans les rues de Shanghai. Sam Mao est un cri du cœur, une littérature sans mots. Deux nouveautés dans la collection Les films de théâtre des éditions INA. Elvire Jouvet 40, réalisé par Benoît Jacquot et mis en scène par Brigitte Jacques, d'après les leçons de Louis Jouvet. Benoît Jacquot filme la mise en scène de Brigitte Jacques qui transpose 7 leçons données par Louis Jouvet au Conservatoire en 1940 à l'élève Claudia, s'exerçant sur le personnage d'Elvire de Don Juan. Les leçons sont extraites de Molière et la comédie classique, ouvrage de Louis Jouvet, édité chez Gallimard en 1965. À partir du spectacle créé en 1986 au Théâtre national de Strasbourg, Benoît Jacquot signe un film sur le théâtre et l'apprentissage du métier d'acteur. Philippe Clévenot, projeté dans le personnage de Louis Jouvet, aux côtés de son élève Maria de Medeiros, exhume l'art et la méthode du maître qui s'attache sans relâche à commenter Molière, en mettant qu'il expose avec lyrisme la pratique de la diction, la respiration, la situation dramatique et le sentiment. Le film fixe dans le mouvement la rencontre fugitive et énigmatique du mot et du corps. Rencontre d'autant plus bouleversante que la guerre sépare le maître de l'élève. Claudia, après avoir reçu le premier prix de sa classe de conservatoire, est interdite de scène du fait de ses origines juives. La seconde pièce de la collection des films de théâtre des éditions ENA est Les Chaises d'Eugène Ionesco, mis en scène par Jacques Mauclerc et réalisé par Roger Iglesias. Pièce de théâtre en un acte et une des plus connues d'Eugène Ionesco, créée au théâtre Lancry en avril 1952 et mis en scène pour la télévision par Roger Iglesias. Cette pièce décrit les derniers moments d'un vieux couple marié depuis 75 ans et qui vit dans l'isolement. Il a 95 ans, elle a 94 ans. Avant de mourir, le vieil homme souhaite communiquer un message à l'humanité, voulant ainsi trouver une justification à son existence. Il a invité beaucoup de monde pour écouter l'oratoire qui doit lancer ce message. Les chaises sont préparées, la foule des invités arrive. Les conversations s'engagent avec ces personnages invisibles dont Roger Iglesias a rendu la présence sensible par le jeu adroit de la caméra qui prend leurs places respectives. L'absurde à son plus haut degré comique. Place de Mats Ek, édité par Rimini. Mats Ek a créé Place pour Anna Laguna et Mikhail Baryshnikov, duo superbe dénudant avec humour parfois noir, mais surtout beaucoup de tendresse la vie intime d'un couple mûr. Comme dans Appartement, pièce créée en 2005 pour l'Opéra de Paris, également sur la musique enivrante du groupe suédois Flesh Quartet, Place témoigne du talent de Mats Ek à exprimer gestuellement et sans tabou les états de corps et d'âme de la vie quotidienne, dans ce qu'elle a de banal, de cruel et de drôle. Place est aussi un très beau film de danse, en plus que d'être un ballet extraordinaire. Corée du Sud, dans la collection Découvrir le monde de Pierre Brouwers, édité par Medianef. Beaucoup moins connu que ses voisins chinois et japonais, ce petit pays n'est pourtant pas en reste en matière de dynamisme et de développement. Grâce à son histoire, ses traditions et sa géographie, la Corée du Sud recèle bien des trésors que Pierre Brouwers vous fait découvrir en dressant le portrait fidèle d'un pays extrêmement attachant.